Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Jessica Paul. Salut Jessica. Salut. Alors Jessica, avant de te poser la première question, aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu particulier vu qu'on va parler de quelque chose qui peut faire peur à beaucoup d'entrepreneurs, c'est la commande publique. Alors, avant de te poser la première question, je vais revenir sur ton parcours. Tu es diplômé de l'ESCP. Tu as eu un parcours en trois étapes. D'abord, une première partie dans le conseil, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés quand tu étais chez Red to Green. Ensuite, tu as eu un parcours en entreprise, soit directrice financière, soit directrice stratégie, et notamment chez The Other Store et chez Crocos Go Digital. Et puis, tu as eu tes propres projets entrepreneuriaux, une crêperie, et aujourd'hui, tu diriges Timao. Alors, première question, Jessica, pour toi, pourquoi la commande publique? En fait, j'ai répondu, quand j'étais, dans d'autres boîtes en tant que DAF et j'ai beaucoup répondu à de la commande publique et je me suis rendu compte de 2 choses. Premièrement, le marché, il est énorme et sous-exploité, surtout quand tu es une boîte un peu plus jeune que, les dinosaures du secteur qui sont déjà présents dans la commande publique. Et deuxièmement, l'offre d'accompagnement est très peu structurée à ce stade. En fait, il y a quelques acteurs qui sont pas trop mauvais, mais déjà, ils sont très petits, donc ils sont difficiles à trouver. Et en plus, il y a une lisibilité sur les critères de sélection d'un bon prestataire qui n'est pas du tout en place sur le marché. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de créer. C'est vraiment une approche qui soit beaucoup plus, déjà, premièrement, stratégique. On n'accompagne pas une entreprise pour répondre à un marché public, on l'accompagne pour se positionner durablement et surtout en étant rentable sur la commande publique. Et ça, c'est complètement différent. Donc, on rentre par la stratégie et on s'occupe de l'exécution, mais l'exécution, c'est pas une fin en soi. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, pour valider la qualité du contenu qui est produit, donc les réponses aux appels d'offres, euh, c'est très difficile de savoir quand tu connais pas le consultant si ça va bien se passer ou pas, parce que les approches ne sont pas structurées. Et donc l'idée, c'était d'apporter cette méthodologie conseil que moi j'ai pu expérimenter pendant de nombreuses années chez d'autres personnes dans ce métier de la commande publique qui aujourd'hui n'en bénéficie pas. Toi, tu te mets de quelle position? Tu es toujours du côté de l'entrepreneur ou de l'entreprise qui répond, ou tu es parfois côté de décideur public en tant que Alors, co-acheteuse? ouais, moi j'accompagne, moi mon job c'est vraiment d'accompagner à 100% des entreprises. Par contre, je travaille beaucoup avec d'anciens acheteurs publics. Et D'accord. eux se positionnent sur des marchés d'appel d'offres, pour le coup, pour accompagner des acheteurs. Et donc là où je peux intervenir éventuellement dans ces cas-là, c'est sur toute la partie métier, c'est les aider à travailler l'expression de besoin de la part des opérationnels pour faire en sorte que ce soit correctement cadré. En revanche, toute la partie procédure, ça, je laisse ça aux mains de juristes en droit public qui sont excellents et qui maîtrisent la matière de toute façon beaucoup mieux que moi et c'est OK, quoi. Comment t'expliques que la commande publique ait cette image aujourd'hui de rigidité, de lourdeur, de délai de paiement, qui Alors, il y fait a trois, il y a- quand on se lance, on n'ose pas forcément penser à la commande publique comme un relais de ouais. développement? En fait, il y a trois gros griefs contre la commande publique. La lourdeur, les délais de règlement et le troisième, c'est pipé. Euh, pour commencer par le CPP, où tu vois, c'est en gros tout le monde est corrompu. Euh, En fait, c'est une méconnaissance des procédures et surtout, c'est une méconnaissance de l'histoire de la commande publique. En fait, la commande publique a beaucoup évolué ces 10 ou 15 dernières années. Elle s'est énormément structurée. Moi, quand j'ai commencé à bosser en 2008, en pleine crise financière, et je faisais du restructuring à l'époque, là, à ce moment-là, quand tu avais des clients publics dans le portefeuille, c'était la cata parce que tu allais voir BNP, mais jamais de la vie, ils te finançaient les clients. Parce que tu pouvais ne pas être payé, non pas une question de délai de paiement, mais tout simplement parfois même de mauvaise foi. Hein. Je avais réalisé la prestation, mais on ne payait pas. Ça a profondément changé avec les différents gouvernements qu'on a eus depuis, qui ont normalisé la commande publique et surtout qui l'ont mis aux normes des règles de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'aujourd'hui, il y a une grande transparence dans les procédures. Elles sont complexes, mais elles sont stables et elles sont publiques. C'est-à-dire qu'une fois que tu les maîtrises et elles ne changeront pas. Donc ça, c'est un point qui est quand même très fort. Le deuxième, c'est lourd. C'est lourd, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est lourd et c'est complexe, mais c'est pas compliqué.
Encore une fois, complexe, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux apprendre et surtout, ça change pas, c'est pérenne. Et, euh, et en fait, c'est surtout que le cycle de vente est très différent de ce que tu peux connaître dans le B2B. En B2B, en fait, tu vas moins le sentir passer la lourdeur de ce que tu vas devoir produire pour ton client. Mais quand tu travailles avec un grand compte du CAC 40 pour pouvoir vendre un projet de création de site web, ton client, tu vas le voir 6 ou 7 fois. À chaque fois que tu vas aller le voir, il va te demander un rendu. Toi, tu vas faire bosser tes équipes techniques pour produire du template, pour produire de la maquette, pour produire de la matière. Sauf que ça va se faire de manière plus ponctuelle et surtout, arrivé à la fin du process, tu vas pas forcément faire la somme de tout le temps que tu y as passé et de toute l'expertise que tu as pu engager. Alors que dans la commande publique, tout est ramassé sur une période de temps qui est vachement courte. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises parce que en termes d'organisation, si tu pilotes pas cette période-là, c'est très très douloureux parce que ça t'oblige un peu à mettre entre parenthèses le reste pour pouvoir te concentrer sur la réponse. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que par contre, tu maîtrises complètement le temps que tu y passes. C'est-à-dire que tu as 3 ou 4 semaines pour répondre à un appel d'offres. Toi, tu vas peut-être mettre dessus 6, 7, 8 jours hommes. Par contre, tu n'en mettras pas un de plus. Une fois que tu as répondu, tu as répondu. Alors que quand tu prends ton process grand compte B2B, bah certes, ça s'est étalé dans le temps et tu l'as pas senti passer parce qu'on t'avait pas annoncé la couleur au démarrage. Mais si tu faisais la somme du temps que tu y as passé, je suis sûre que tu es au-delà de ce que tu as investi dans une réponse à un marché. C'est vrai. Et les paiements, dernier point. Mm. En fait, ça, c'était vrai. Franchement, moi, en 2008, c'était un truc de fou, les délais qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en plus, quand c'est le cas, il y a deux choses qui font que ça se passe bien, en fait. C'est que premièrement, les factors, donc les sociétés d'affacturage qui peuvent te mobiliser les factures, adorent les factures publiques parce qu'ils savent que ce sera payé. Et deuxièmement, les intérêts moratoires, donc ce que l'État va te verser en dédommagement du retard, en ce moment-là, avec l'inflation qu'on a, c'est 10,5%. Donc ça veut dire que ça couvre au moins 2 fois les frais de ton facteur. Donc en plus, tu te fais de l'argent si jamais il te paye en retard. Tout va bien. Moi, je suis financière à la base, hein, donc ce que Ouais. je vois pour mes clients, c'est est-ce que c'est rentable et est-ce que tu peux le financer avec du BFR. Et C'est quoi la bonne méthode pour s'y prendre? Parce qu'en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours eu cette image effectivement, il y a un appel d'offres qui est lancé. Alors, il y a des histoires de seuil qu'on ne maîtrise pas forcément complètement. Mais toi, c'est quoi la méthode que tu mets en place? Et comment tu parlais d'accompagner tes clients, pas sur un deal, mais sur la durée, sur une structuration ouais, de commandes publiques. C'est quoi le volume qu'on est capable d'attendre? Et à partir de quel stade tu juges que c'est pertinent? Est-ce qu'il faut y aller tout de suite quand on lance sa boîte? Est-ce qu'il faut y aller quand la boîte elle est établie? Est-ce qu'il faut plutôt répondre à des appels d'offres, on va dire, très, je ne vais pas dire régaliens, mais d'appels d'offres pour des technologies déjà oui, établies? Ou est-ce qu'il faut plutôt être sur des choses, au contraire, très innovantes? Et comment faire pour les deux c'est approches, en des fait? très bonnes questions. En fait, il y a deux choses. C'est quels sont les facteurs clés de succès pour gagner des marchés publics. Ça, Mhm. c'est le premier point. Et de deux, quels sont les moyens de faire du chiffre d'affaires avec la commande publique. C'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas que les appels d'offres. Mhm. Euh, les facteurs clés de succès pour répondre à un appel d'offres, les plus évidents, au-delà de la qualité de la réponse technique, bien évidemment, mais l'un des points, premièrement, ça va être la pertinence entre l'adéquation, enfin la pertinence entre ta proposition de valeur et le besoin du client. Ça paraît évident comme ça, mais en fait, ce qu'il y a écrit dans le cahier des charges, c'est impératif. Si on te demande une voiture rouge avec un niveau de motorisation lambda et des pneus d'une catégorie C et que toi tu remplis les pneus et que tu remplis le moteur mais que ta voiture elle est bleue, tu ne peux pas répondre. Et ça paraît évident dit comme ça, mais en fait pour beaucoup de mes clients, je suis parfois obligée de leur dire non, celui-là on ne va pas y aller. Parce qu'en fait, même si tu es au taquet sur tous les autres critères, celui-là est éliminatoire. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas gagner. Donc, la première chose, c'est ça, c'est ta proposition de valeur, les besoins des clients publics. Le deuxième facteur qui permet de gagner des marchés, c'est la réputation. Et en fait, la réputation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la commande publique, cette procédure de marché public où tout doit être écrit, ça enquiquine autant les opérationnels dans les entités publiques que les entreprises. Il ne faut pas croire qu'ils se font plaisir en sortant des marchés, hein.
En fait, eux, faut se mettre à leur place. Ils sont très stressés parce qu'ils sont obligés de faire une expression de besoin par écrit, sans être guidés par un fournisseur qui leur pose les bonnes questions pour savoir comment qualifier leurs besoins. Et une fois qu'ils ont pris le fournisseur, ils sont bloqués pendant 4 ans. Donc, ils ont un vrai sujet avec la confiance. Donc, comment est-ce que tu crées cette confiance par écrit avec une personne que tu n'as jamais rencontrée, qui doute parfois de l'exhaustivité du besoin qu'elle a pu exprimer. Et donc, tu vois, ce côté réputation et capital confiance est vachement important. Et il va se traduire par quelques éléments. Le premier, ça va être l'adéquation entre tes références passées et l'objet du marché. Si tu n'as jamais fait ce type de prestation où tu n'as fait que des trucs qui ressemblent un peu mais qui ne sont pas tout à fait identiques, bah, c'est clair que si tu as un concurrent qui est mieux positionné que toi, même avec une réponse technique de bonne qualité, bah, quand même, tu vas finir par faire peur. Donc ça, c'est quand même un sujet important. Et le deuxième point, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les marchés publics, ce n'est pas le seul moyen de faire du chiffre d'affaires avec la commande publique, mais c'est est-ce que tu as fait l'effort d'aller rencontrer ton client avant pour le connaître et te faire connaître. Et ça, pour moi, ça se passe bien en 2 temps. La première chose, c'est qu'avec cette histoire de procédure, on oublie que le client public, c'est exactement comme un client entreprise. Faites votre discovery, les entreprises. En fait, on se retrouve avec des entreprises qui ne connaissent pas leurs clients et qui voudraient pouvoir répondre à leurs besoins d'un point de vue spécifique. C'est très compliqué quand tu connais pas la personne en face de toi d'être pertinent et d'être précis sur la réponse que tu vas faire à son besoin, même s'il a répondu par écrit. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui ne sont jamais dites parce qu'elles sont considérées comme étant acquises ou tout simplement parce qu'elles sont oubliées, quoi. Donc ça, c'est le premier axe, aller rencontrer son client. Et la deuxième chose, c'est se faire connaître. Parce qu'en fait, quand tu te fais connaître, bah forcément, tu rassures. Alors, c'est pas que tu vas piper le marché ou vicier la procédure, parce que ça, c'est très, très encadré. Mais par contre, expliquer ce que tu fais, bah forcément, tu vas donner un éclairage beaucoup plus qualitatif dans les prestations que tu peux mener, quoi. Si je comprends bien ce que tu dis, en fait, aujourd'hui, la différenciation qu'on met en place dans un marché privé, il n'y a pas de différence dans le cadre du marché public. On doit appliquer les mêmes techniques Ouais, commerciales, c'est que exactement ça ça. soit dans le cycle de vente ou après dans la réponse Oui. pour avancer. C'est exactement ça. En fait, il faut prendre la procédure comme une formalité et non pas comme une fin en soi. Ça fait tellement peur aux entreprises que la plupart des boîtes, en fait, 99%, je dirais, quand elles arrivent dans la commande publique, elles vont se concentrer sur la procédure et elles vont oublier que derrière, il y a des gens. Il y a ça dépend à qui tu vas t'adresser, mais il y a des gens dans une direction des systèmes d'info qui vont avoir besoin de comprendre comment ton système fonctionne. Il y a des gens dans une direction marketing qui demain vont travailler avec toi, ils vont collaborer avec toi sur la production d'un journal qui va sortir tous les 2 mois. Donc vous allez beaucoup, beaucoup collaborer ensemble. Si vous n'avez pas fait cet effort, en fait, au préalable, d'aller rencontrer des clients comparables, enfin, tu vois, de faire cette discovery, comprendre quel est leur besoin, comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est quoi leur méthode de travail, comment est-ce que tu fais pour les mettre à l'aise, comment est-ce que tu sors la meilleure qualité de cette collaboration-là, bah, forcément, tu es moins pertinent que quelqu'un qui est déjà présent sur les marchés. En fait. Tu te donnes moins confiance. Donc ça, c'est un vrai point, je pense, qui est super important dans la commande publique. Tout à l'heure, tu me posais la question, donc une entreprise qui ne sait pas si elle veut, enfin, si c'est intéressant pour elle ou pas, comment, du coup, est-ce elle devrait y aller et dans quelle mesure? Moi, ma réponse, elle est assez tranchée. C'est que si c'est pour y allouer moins que 20 à 30% du chiffre d'affaires, il ne faut pas y aller. Pourquoi? Premièrement, parce que ça va exiger de toi que tu te structures beaucoup. Alors attention, ce n'est pas une structuration qui est futile, c'est une structuration qui est utile et que tu pourras redéployer sur d'autres clients et sur d'autres secteurs d'activité et surtout qui va te préparer à grossir. Mais c'est juste qu'elle va arriver plus tôt que prévu dans ta croissance. Donc, Par exemple, tu as des ouais, bah, exemples par de exemple, tu vois, structuration je travaille, enfin beaucoup de mes clients sont dans le secteur informatique. C'est des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, ça va être des agences de dev. Et en fait, toute la partie chefferie de projet, conduite de projet, elle est extrêmement pointue dans la commande publique. En fait, on va te demander des matrices RACI,
on va te demander des plans de réversibilité, on va te demander des plans d'assurance qualité, des plans d'assurance sécurité. En fait, c'est de la documentation que tu connais quand tu commences à être une PME bien rodée avec des clients grands comptes, mais que tu ne connais pas forcément au début quand tu travailles avec d'autres PME, quand tu es encore un peu au début de ton histoire, quoi. Et donc, le fait d'aller à un moment donné de ton histoire sur de la commande publique, ça va t'obliger à mettre en place toutes ces méthodologies de conduite de projet qui, de toute façon, te serviront demain. Mais il faudra les mettre en place d'un seul coup parce que dans le cadre d'un marché, on va te demander tout de suite d'être au taquet sur tous ces sujets-là. Donc, ça s'anticipe vraiment. Et si tu ne mets pas 20 ou 30% de ton chiffre d'affaires sur de la commande publique, eh ben, en fait, tu amortis moins cet investissement en structuration que tu auras fait, ou du moins, tu l'amortis moins vite. Donc, voilà, c'est mon point. C'est, premièrement, comment j'y vais, enfin, pourquoi j'y vais, et deuxièmement, comment j'y vais. Ben, les étapes sont assez simples. La première question, c'est une lapalissade, c'est la taille du marché. Est-ce que j'ai un marché? Tout simplement. Et ça, il faut regarder les appels d'offres qui sortent, sur lesquels tu aurais pu te positionner en historique. Déjà, ça donne une très très bonne idée du fait qu'il y a un marché ou qu'il n'y en a pas. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est aller regarder les appels d'offres et comprendre, essayer de voir si ma proposition de valeur permet de répondre aux besoins. Il ne s'agit pas de se dire, je suis une boîte qui fait de la prod vidéo, oui, il y a plein de marchés en vidéo, donc c'est pour moi. Non, parce que peut-être que toi, tu as une offre avec une exécution extrêmement pointue et qu'en fait, tu ne pourras pas te positionner sur ces marchés. La deuxième étape, une fois que tu as fait ça, ça va être de structurer ta stratégie de positionnement. En fait, étant donné que ton taux de succès sur les marchés publics dépend de l'intensité concurrentielle, de la maturité de ta réponse technique et de ta capacité de structuration, mais aussi du niveau de besoin. Enfin, tu vois, la taille du marché, ça va aussi donner le niveau de personnalisation qu'il va y avoir dans la réponse. Au début, le but, c'est d'aller chercher des victoires, parce que plus tu as de victoires, plus tu rassures, plus ton succès est important. Donc, en fait, la deuxième étape, c'est ça, c'est sélectionner les bons appels d'offres pour se positionner. Il ne s'agit pas d'aller n'importe où, parce que sinon, tu vas avoir un coût d'acquisition qui ne sera pas tenable, en fait, sur le long terme. Donc, on va chercher des petits succès pour aller ensuite construire les gros succès de demain. La troisième étape, c'est bien évidemment d'aller rencontrer les gens. Enfin, c'est même plutôt la deuxième. Aller rencontrer les gens, comprendre leurs besoins, se faire connaître, se positionner sur les marchés qui vont tomber en renouvellement dans un an. Comme ça, au moins, on a créé la confiance en amont. Une fois qu'on a dit ça, donc on s'est fait connaître du client, on a identifié les bons marchés. Ensuite, on répond. Donc là, on répond au client, on n'envoie pas de la doc standard. Ça paraît évident, mais en fait, il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Quand tu parles un peu avec les acheteurs, ils sont un peu blasés parfois. Et après, il y a plein de techniques pour répondre, mais ça, c'est un peu précis, un peu spécifique. Et le dernier point, c'est surveiller l'exécution du marché. Et en fait, nous, ce qu'on fait quand on accompagne des clients qui gagnent, c'est qu'on met en place 3 matrices d'impact. La première, c'est financier, la deuxième, opérationnelle, et la troisième, c'est administrative. Administrative, c'est ça qui te permet d'être payé en temps en heure, donc c'est important. Mais en tout cas, ça permet de piloter la rentabilité de la prestation ensuite, une fois que tu as répondu. Donc, en amont, en fait, tu as piloté ton coût d'acquisition parce que tu es allé chercher du succès sur des marchés qui étaient maîtrisables de ton côté en termes de temps. Et ensuite, tu maîtrises la rentabilité de la prestation que tu vas exécuter pour le compte du client public. Est-ce qu'il y a plusieurs types de... quels sont les grands types de commandes publiques? Et est-ce qu'il y a des façons différentes de s'y préparer? Alors, oui, j'essaie de réfléchir. En gros, tu as 3 parties. Tu as ce qu'on appelle le marché caché, qu'on pourrait rapprocher avec une certaine forme d'innovation. La deuxième partie, c'est la R&D, l'innovation pure, qui est un peu plus large. Et la troisième partie, c'est vraiment les appels d'offres. La partie marché caché, elle est super intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 40 000 euros, l'acheteur n'est pas tenu de passer par une procédure. Ça ne veut pas dire que... En fait, il y a plein de marchés à 6 000 – 7 000 euros, par contre. Mais si toi, tu as une offre un peu innovante, un peu décalée, ou pour laquelle un acheteur public n'a pas passé un marché structuré long terme avec un fournisseur du coup, qui est attitré, tu peux très bien avoir une démarche de prospection similaire à celle que tu fais dans du B2B
te faire connaître de ton opérationnel qui va utiliser ton service et vendre en direct. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ces références-là, ça rentre dans ton capital confiance. Donc, tu vois, tu commences déjà à travailler avec du public, tu commences à t'acculturer et eux, tu commences à leur envoyer comme message que oui, je vous connais en fait, que vous avez déjà pratiqué et je sais quelles sont vos habitudes de travail. Le deuxième point, c'est le dispositif achat public innovant. Alors, on en parle beaucoup. Euh, ça permet en fait à l'acheteur, quand tu es innovant, mais il y a plein de manières de le démontrer, en fait, il faut le démontrer, de pouvoir acheter jusqu'à un seuil de 100 000 euros sans te mettre en concurrence. Donc, tu arrives avec ton démonstrateur, tu arrives avec ton produit, tu démontres ton caractère innovant, tu démontres que sur le marché, il n'y a pas de solution similaire. Et si l'acheteur, enfin, si l'opérationnel en éprouve le besoin, il peut t'acheter sans faire de procédure jusqu'à 5 ans. C'est pas la panacée. On en parle beaucoup parce que le gouvernement communique énormément, donc médiatiquement, il y a une grosse couverture. Ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'il y a peu d'acheteurs qui sont formés pour acheter à travers ce biais-là. Et donc, parfois, tu vas avoir un opérationnel sur terrain qui arrive en disant ah, moi, je veux faire ce truc-là. Et l'acheteur, qui lui est garant de la bonne procédure, va dire non, non, non. Parce qu'en fait, moi, je l'estime trop risqué. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas les effets de bord. Parce que c'est un nouveau truc qui est sorti et ils ne sont pas formés pour ça. Donc ça, c'est la première partie, tous les seuils, sans procédure. La deuxième partie, c'est la partie innovation R&D. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as deux grosses pressions. La première, c'est le développement durable, la transition écologique, qui fait que, enfin moi, c'est aussi pour ça que j'ai monté Timao. C'est parce que c'est vraiment une manière d'aller vers de la réindustrialisation, d'aller vers de la croissance verte. Enfin, la commande publique, c'est un vrai vecteur pour ce genre de sujet. Euh, Sauf qu'en fait, qui dit développement durable dit très souvent innovation, dit économie circulaire, et du coup, ça invite à faire des expérimentations avec des acteurs publics. Il y a des procédures qui sont faites pour ça, mais en fait, c'est pas des procédures qui sont publiques. Donc, ça veut dire que c'est à l'entreprise d'aller faire la démarche, d'aller rencontrer l'acheteur, parce qu'elle, elle ne sait pas que le dispositif existe, donc la personne publique. Donc, il faut lui montrer que ça existe pour qu'elle ait envie d'essayer avec l'entreprise. Donc, il y a deux méthodes. C'est soit, en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Soit vous contactez en direct les bons opérationnels et vous vous présentez. Soit vous passez à travers des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets. C'est les métropoles, les régions, enfin, c'est les grosses collectivités qui vont sortir des trucs comme ça. Et en fait, elles vont faire ça pour regarder un peu le niveau de la concurrence et le niveau de maturité des entreprises sur un secteur donné. Donc là, il faut se positionner parce qu'en fait, ça leur permet de faire un sourcing. Donc faites-vous connaître. Et le troisième point, c'est carrément la procédure de sourcing. Il y a quelques personnes publiques qui vont diffuser de manière publique justement leur besoin de rencontrer des prestataires avec une expertise spécifique. Et donc là, c'est très ouvert, hein, c'est vraiment de la discussion et il faut y aller, il faut se faire connaître. Donc, et le troisième point, c'est les marchés publics. Est-ce qu'un marché public a un risque du juridique différent d'un marché privé? Non, en fait, c'est même, je trouve même un peu différent. C'est-à-dire, enfin même un peu plus transparent en fait. En gros, un marché public, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Tout ce qui existe est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? En fait, tu vas avoir deux sources et tu les connais avant même de commencer à répondre. Donc tu sais avant même de commencer à répondre quel sera le contrat final. Donc la première source, c'est ce qu'on appelle le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Et en fait, dedans, le cahier des charges administratif, technique, etc. Tout ça, en fait, ce sont les éléments qui vont constituer le contrat. Et la deuxième partie qui va constituer le contrat, c'est ta réponse. C'est ton mémoire technique. Donc toi, eux, ils vont poser une question technique. Toi, tu vas apporter une réponse spécifique. Cette réponse t'engage. Mais c'est toi qui l'as faite. Donc en fait, tu as une maîtrise du contrat qui est beaucoup plus importante que dans le privé, je trouve. Parce qu'en fait, premièrement, tu as leur cadre à eux qui est diffusé dès le démarrage, donc tu peux très bien décider si une clause ne te va pas de ne pas te positionner. Et deuxièmement, sur tous les points qui te conviennent, tu as décidé de te positionner, donc c'est OK, tu vois. En fait, c'est toi qui vas préciser les modalités d'exécution. Donc en fait, le contrat, tu le pilotes. Enfin, tu es vraiment co-rédacteur, quoi. Alors que dans le privé, tu vois, je réponds aussi à des marchés privés, tu es quand même beaucoup plus soumis à ce que le groupe va te demander et ils sont beaucoup moins souples, hein. Et justement, la capacité d'avenant Oui, dans le public, ça se passe comment? bah, ça se passe.
En fait, ça se passe, il y a pas en fait, le truc, c'est qu'il faut, encore une fois, il faut oublier la procédure et se rappeler qu'on a un client. Donc la première des règles, c'est la communication. Faut enfin, dans le cadre en fait, il y a des avenants, il y en a de 2 sortes. Il y a, «Aïe, aïe, aïe, je sens que ça dérape, donc il faut que je prévoie un réaménagement du contrat pour faire en sorte qu'on arrête le dérapage». Et le deuxième typologie d'avenant que tu peux avoir, c'est j'ai une modification du contrat, mais dans le sens d'une amélioration. Je la propose à mon client, il fait passer un avenant, et puis voilà. Dans le cas où tu as un dérapage, on a vu beaucoup, là pendant le Covid, il y a eu deux gros problèmes, l'inflation et la difficulté d'approvisionnement. C'est à mettre au même niveau, hein. L'inflation, parce que comme les prix sont fixés d'avance et que tu as un barème de revalorisation des prix qui est quand même assez fixé, là, on se retrouvait en particulier dans le BTP avec des explosions de budget qui étaient complètement insupportables pour les entreprises, quoi. Et là, ils ont mis tout un arsenal juridique en place pour faire en sorte d'organiser les négociations avec les acheteurs, et les acheteurs anticipaient même les difficultés des entreprises. Donc, dans le cas du Covid, en tout cas, il y a eu un vrai aménagement de la commande publique. Après, c'est chaque entité publique qui va mener ces négociations-là. Donc, il y en a qui ont été plus doués que d'autres, et il y en a qui ont été plus dans l'anticipation que d'autres. Le deuxième point, c'est toujours pareil. Moi, je sais que là, je suis en train de livrer en retard. Mais alors, pas pour des raisons Covid, enfin, tu vois, pas pour des raisons contextuelles qui m'échappent, en fait, pour une raison qui est vraiment qui est liée à moi, ma mauvaise conduite du projet. Ça peut arriver, enfin, c'est pour ça que c'est vachement important d'en parler, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, en fait, il faut absolument discuter avec les opérationnels et avec l'acheteur. Les opérationnels, c'est ceux qui consomment le produit et qui le commandent. L'acheteur, c'est celui qui fait le contrat, hein, pour bien qu'on comprenne. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu vas pouvoir mettre en place les conditions des actions correctrices, mais de la même manière qu'avec un client public. En fait, eux, ce qu'il faut voir, c'est que le coût de sortie d'un fournisseur d'une procédure qui est en cours est plus élevé que l'aménagement des conditions pour faire en sorte que ça se passe bien jusqu'à la fin. En fait, s'ils doivent te sortir de la prestation que tu es en train de livrer, ça veut dire que premièrement, ils ont toute une procédure à respecter pour te sortir, que eux, ça va leur prendre du temps et de la pénibilité, que pendant un certain temps, bah, du coup, la prestation, elle ne sera pas assurée parce que toi, tu vas arrêter de bosser, et qu'en plus, il faut qu'ils repassent un marché, et pour repasser un marché, ça va encore prendre du temps. Donc, en fait, ils ont minimum un an sans prestataire. Ça, ils n'en veulent pas, tu vois, ils ont pas ce luxe-là de pouvoir attendre pendant un an d'avoir quelqu'un qui soit prêt à bosser. Donc, de toute façon, ils auront plutôt envie de construire et de collaborer avec toi plutôt que plutôt que de rester dans une situation de blocage. Et après, les avenants pour modification en mode amélioration, ça, il n'y a pas de problème. Tu vas, c'est comme pour un client privé, en fait. Tu vas, tu proposes l'amélioration de ton service en disant, écoutez, on a sorti une nouvelle fonctionnalité, on ne peut pas la mettre dans votre package parce que là, pour le coup, il y a trop de R&D derrière. Par contre, si vous voulez qu'on monte le niveau de licence, ou si vous voulez qu'on monte le niveau de gamme dans lequel vous vous trouvez, voilà les conditions tarifaires. Et là, tu discutes, et c'est une discussion qui est tout à fait ouverte. Toi, justement, tes clients, tu les accompagnes aussi bien sur la partie initiale que sur la partie justement conduite Ouais. du projet de commande publique? Moi, mon but, c'est ça. Moi, mon but, c'est pas que mes clients répondent à des marchés publics, c'est qu'ils les répondent et qu'ils y gagnent. Donc ça se construit dans la durée. Et deuxièmement, enfin surtout, avant tout, mon but, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Donc moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le résultat en pied de compte de résultat. C'est pas la top line chiffre d'affaires. Ça, c'est facile de faire du chiffre d'affaires si tu le vends à perte, en fait. Donc, oh, bah oui, eh oui. Donc c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, pourquoi je dis 20 ou 30% de chiffre d'affaires alloué à la commande publique, c'est parce qu'en fait, il y a tout un système aligné. Sur quels appels d'offres je me positionne? Parce qu'en fait, il y a des appels d'offres sur lesquels je ne serai pas rentable, il y en a d'autres sur lesquels je serai rentable, et c'est pas lié à l'appel d'offres, c'est lié à ma structure à moi, donc il faut que je me connaisse aussi pour savoir sur quoi je me positionne. Deuxièmement, quand je me positionne, comment je réponds de la manière la plus efficiente possible? Je réponds à la question du client, mais ça me coûte le moins cher possible. Et troisièmement, et c'est le but, quand j'ai la prestation, comment je fais en sorte que ça se passe bien? Et en fait, si tu veux gagner de l'argent, c'est jusqu'au bout qu'il faut gérer le truc. C'est pas simplement, bah tiens, je vais te monter un système, je vais t'aider à répondre à un marché. Non, déjà, est-ce que ce marché, j'ai envie d'y répondre ou pas? Et on a souvent un peu l'impression que la commande publique,
le prix est le différenciateur et que tout n'est jugé que par le prix, mais comment justement peut-on justifier d'un prix plus élevé sans pour autant se mettre en difficulté sur la réponse? Ouais. Et ben, en fait, il y a 2 choses. Ça va dépendre des métiers. En fait, tu as des métiers qui vont avoir une sensibilité prix plus importante que d'autres. Si tu vas regarder dans de la sécurité ou du nettoyage, ou tu vois, ce genre de métier, où en fait il y a assez peu d'innovation, eux, ils vont considérer ça comme du consommable. En fait, ça fait longtemps qu'ils ont ces Mm. marchés-là et qu'ils se renouvellent. Là, tu vas avoir un critère prix, c'est-à-dire que c'est annoncé dès le démarrage, euh, où le prix, en fait, on va t'annoncer que c'est 60% de ta note, 70% de ta note. Si le prix, c'est 70% de la note, ça laisse quand même assez peu de marge de manœuvre pour être très bon techniquement et gagner en étant très cher. Donc, Mm. en fait, le premier truc, c'est ça. C'est si moi, je suis un peu plus cher, mais par contre, je suis top quali, je ne vais pas sur des marchés avec un critère prix au-delà de 40%. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est il y a prix élevé et prix élevé. Tu vois, là, on regardait, là, j'ai un nouveau client là, qui est intégrateur logiciel. Et lui, il a répondu à 2 marchés tout seul en juillet et août. Et il a eu à peu près 30% de valeur technique. Donc, sa note technique, sur ces marchés-là, c'est 60% de la note. Il a eu que 30 points sur 100. Euh, et il avait le même niveau de prix que celui qu'il a aujourd'hui. Le premier marché sur lequel on a répondu ensemble, il est à 92% en critères techniques. On n'a pas gagné parce qu'en fait, il était 3 fois plus cher que le premier. Mais malgré tout, ça le positionne deuxième. Alors, 3 fois plus cher que le premier. En fait, ils ont fait leur revue en interne. Le premier qui a gagné, c'est un de leurs concurrents qu'ils connaissent très bien. C'est quelqu'un qui est très qualitatif aussi. Et en fait, c'est parce que aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut tu vois, qu'ils n'avaient pas intégré sur les marchés publics en termes de production. Bon, là, par contre, je ne peux pas les aider. Tu vois, le plan de dev sur la partie paramétrage de l'outil, etc. Moi, ça, malheureusement, là, je m'arrête là. Mais en fait, une fois qu'ils ont compris ça, ils ont compris que le problème, c'était pas leur TJM, leur taux jour. Ils ont compris que le problème, c'était leur organisation. Et donc, demain, les prix seront moins chers, mais pas leur marge. Donc, oui, tu peux gagner en ayant des prix qui sont tout à fait corrects, parce qu'en fait, la valeur technique, il faut choisir des marchés pour lesquels la valeur technique représente entre 60 et 70% de la note finale, ce qui te permet d'écraser l'importance du prix. Et est-ce que le marché public donne la possibilité ou plutôt la réponse au marché public, donne la possibilité de proposer une réponse, je dirais, parfois déstabilisante, mais qui remet en question la stratégie du Non, marché? c'est très rare. Ce qui est souvent le cas dans l'entreprise, où en fait, quand on est un très bon vendeur, on impose presque une nouvelle stratégie à son client Mm. qu'on le juge pertinente par rapport à ses objectifs. Alors, réponse de Normand, mais en fait, au fond, non. Dans 99% des cas, c'est non. Ça pourrait être oui parce qu'en fait, les acheteurs ont tous les outils pour être capables de proposer des marchés très ouverts qui sont axés sur l'atteinte d'un résultat et non pas sur la manière de l'obtenir. Sauf qu'en fait, quand tu regardes comment sont rédigés les cahiers des charges, 99% des cahiers des charges, la façon d'atteindre le résultat est très détaillée et donc elle te contraint à une certaine méthodologie. Pour pouvoir réussir à faire péter les cadres, il faut que tu ailles te positionner en amont devant le client. En fait, une fois que le cahier des charges est rédigé, tu ne peux plus rien faire. Une fois que le cahier des charges il est sorti, qu'il est rédigé, là, tu es obligé de te conformer à la demande de l'acheteur ou ne pas répondre. C'est ce qu'on disait dès le démarrage, c'est l'adéquation entre ta proposition de valeur et l'expression de besoin. Par contre, si tu vas voir et ça se fait très bien, mais si tu vas voir l'opérationnel avant et que tu lui expliques que toi, tu as rebattu les cartes d'une filière de production qui était verticalisée, tu l'as horizontalisée, tu as circularisé un truc. Enfin, en gros, tu as amené une modification dans la façon de produire le service qui a un impact fort en termes d'efficacité. Lui, il va comprendre son intérêt à ouvrir un peu son expression de besoin et à assouplir son cahier des charges. Mais encore faut-il qu'ils soient informés. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut se mettre à leur place, c'est que plus ils ouvrent la façon de répondre, plus ils vont avoir des réponses farfelues qui vont avoir du mal à évaluer les unes par rapport aux autres. Et l'une des règles de base dans la commande publique, c'est la transparence et l'équité de la concurrence.
Donc, si la comparaison entre les concurrents, elle n'est pas simple à faire, bah, en fait, là, ils ouvrent un peu la porte à des trucs qui ne sont pas du tout conformes à la commande publique. On ne sera plus dans une concurrence équitable. Je comprends. Et ça me fait réfléchir à plein de questions qu'il faut que je structure. Donc, on va faire une petite pause de quelques secondes. Mais avant ça, toi, comment t'en es arrivé à gérer ce type de processus pour d'autres? Parce que c'est du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, c'est du montage de dossiers. Quand tu t'occupes de finances ou de stratégie, tu vas monter des dossiers de subvention, tu vas monter des dossiers d'appel à projet, en fait, tu passes ta vie à monter des dossiers, tu montes beaucoup de dossiers pour les investisseurs, tu montes des dossiers. Donc, tu as l'habitude de structurer un discours commercial dans une procédure. Donc, c'est exactement la même chose, en fait. Que ce soit la procédure investisseur, en fait, c'est très banalisé, enfin, c'est très normalisé tout ça. Hein. Quand tu discutes avec des investisseurs, quand tu vas faire de la subvention tu réponds à du H2020 il y a encore 3 ans, le parcours, il était semé de petites pierres blanches qu'il fallait suivre sans s'en écarter si tu voulais pouvoir gagner. Et en fait, les marchés publics, c'est exactement la même chose. C'est réussir à maîtriser suffisamment des règles qui sont complexes pour répondre, pour te redonner une liberté dans ta manière de diffuser un message commercial et marketing. Pour revenir sur la commande publique, parce que ça y est, les questions viennent dans ma tête, qu'est-ce que tu donnerais comme astuce pour arriver à faire le bon niveau de discovery et de lobbying auprès des différents interlocuteurs? Est-ce qu'il y a des salons particuliers? Est-ce Ah qu'il oui, faut se positionner? Comment il ouais. faut se positionner pour se faire connaître? Alors, il y a l'approche alors, tu as l'approche active qui va consister à contacter en direct. Hmm. Moi, en permanence, enfin, tu vois, les gens sont super ouverts. Hein. Moi, je contacte en permanence beaucoup de monde sur LinkedIn, tout simplement, pour leur poser des questions très ouvertes et leur demander s'ils ont 10 ou 20 minutes à m'accorder pour investiguer un sujet avec moi, parce qu'ils ont l'air de s'y connaître. Donc ça, faut jamais sous-estimer la gentillesse des gens et enfin, la gentillesse et la bienveillance, quoi. Ils seront OK pour te répondre pour la plupart, et ceux qui te répondent pas, bah, ils te répondent pas, mais il n'y a pas de problème. Le deuxième point, c'est plus le côté actif-passif. En fait, aujourd'hui, les opérationnels et les acheteurs publics, ils ont besoin d'innovation parce qu'ils ont des gros objectifs en termes de développement durable, de modernisation, de digitalisation, etc. Et ils ont beaucoup de mal à identifier des nouveaux acteurs parce que les nouveaux acteurs ont peur. Donc, c'est eux qui vont un peu à la rencontre des entreprises. Donc, le premier truc, c'est les chambres de commerce et d'industrie qui ont monté pour la plupart des clubs de rencontres, des Tinder, des startups TPE, PME avec les grands groupes privés et les donneurs d'ordre publics. Donc, à Marseille, enfin, la CCI de Marseille, on a un truc génial qui s'appelle le Metropolitan Business Act, comme son nom l'indique marseillais, et qui permet de mettre en relation tous les gros donneurs d'ordre du coin, public-privé, avec les entreprises locales. Ça marche très très bien. Ils font un meeting par mois avec des speed dating, enfin, ça marche vraiment très bien. Il y a beaucoup de salons achats aussi qui sont organisés. Et ça, c'est régional, donc il faut regarder. Le troisième point, c'est que dans la partie, enfin, pour les collectivités en tout cas, vu qu'il y a une notion d'élus, en fait, la plupart des élus qui prennent leur mandat vont afficher leur cap stratégique et politique sur le site internet de la collectivité et surtout leurs intentions d'achat. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder sur les collectivités autour de chez nous qui nous intéressent, quelles sont les intentions d'achat, quels sont les caps politiques, pour savoir comment est-ce qu'on sera accueilli si jamais on va les voir en fonction du niveau d'intensité, d'urgence qu'eux, ils peuvent avoir. Un autre outil, c'est les plateformes de sourcing. Alors, la DAE, c'est la direction des achats de l'État. Donc, l'État, c'est les ministères, les agences économiques. Eux, ils ont carrément monté un guichet pour que toi, tu viennes te présenter. Donc, pour faire du sourcing en continu, en fait, de manière extrêmement large. Il y a d'autres collectivités qui ont monté ça, mais il faut aller sur les sites et il faut regarder, en fait, à chaque fois.
L'autre point, c'est de s'inscrire sur les plateformes de diffusion des appels d'offres. Donc, il y en a pas mal. Généralement, c'est gratuit. Ça donne assez peu de résultats, honnêtement. Moi, je le fais pour mes clients. On n'est jamais content. Ça m'arrive, enfin, moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, faut le faire. Enfin, je sais pas, moi, je le fais parce que je me dis, si je le fais pas, c'est trop dommage. En même temps, les résultats sont pas top. Euh, donc voilà, et tu as des plateformes payantes de prospection et de sourcing, mais c'est pareil, les feedbacks que j'en ai eus, sont pas incroyables. Donc il faut vraiment profiter des événements locaux pour se présenter, et surtout, il ne faut pas hésiter à contacter en direct. Hein. Est-ce qu'il y a une prime au Made in France? Non. Alors ça Non? va dépendre des secteurs. Et justement, c'est un vrai sujet, tu vois. Euh, Ça va dépendre des secteurs. En fait, il y a des secteurs pour lesquels ils ont... en fait, ça va dépendre de la maturité de la réglementation Made in France. Et là, la loi AGEC, en fait, qui parle beaucoup de ces sujets-là, elle est relativement récente. Donc, elle n'a pas vraiment été déclinée dans les appels d'offres. Je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est les centres d'appel. Les centres d'appel, c'est un métier qui est mûr sur ce sujet-là, et surtout qui a fait couler beaucoup d'encre ces 20 dernières années. Aujourd'hui, quand une collectivité achète un centre d'appel, il y a souvent une clause comme quoi le centre d'appel doit être à moins de 30, 40, 50, 100 km de la collectivité. Donc, il s'assure vraiment là que les gens sont bien salariés en France et que les réponses se font en France. Donc là, on est dans du respect du Made in France. Quand tu vas regarder, au contraire, j'ai été contactée il n'y a pas longtemps par la Fédé du textile qui me disait, mais écoutez, on a un problème. Enfin, quelqu'un qui faisait partie du bureau, qui lui-même avait une boîte de textile, textile professionnel, donc uniforme de l'armée, ce genre de choses. Dit, écoutez, moi j'ai un souci, j'ai rebasculé mes usines en France et en Europe. Et en fait, des marchés que hier je détenais, je suis en train de me les faire rafler par des types qui continuent de produire à l'autre bout du monde parce que les acheteurs n'ont pas intégré ce critère-là dans leurs critères de notation. Donc, malheureusement, c'est propre à chaque métier. Et en fait, selon le métier que tu fais, il faut que tu ailles regarder quelle est la politique achat, en fait, assez globalement sur ton secteur. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés pour toi jusqu'à présent? Ah, c'est horrible cette question. Moi, j'ai une petite question qui... Ah non, mais je sais pas. Moi, après, j'ai une autre question. C'est est-ce que dans la commande publique, c'est un cas auquel j'étais confronté par le passé, euh, à quoi il faut se préparer spécifiquement quand on a affaire à la commande publique des armées? À la commande publique des armées, alors je te dis, j'ai répondu avec des boîtes qui faisaient du tu sais, de l'équipement qui montaient des ordinateurs, supercalculateurs, etc. Et avec une autre boîte qui, elle, pour le coup, faisait des armes de simulation pour, tu sais, t'entraîner pour les équipements, etc. Euh, En fait, il y a toute la dimension marché de sécurité qui va être très important, où en fait, tu vas devoir montrer patte blanche beaucoup plus que sur les autres marchés. Après, le critère qualitatif reste tout aussi important qu'ailleurs. Par contre, moi, ce que j'avais pu constater avec l'un de mes deux clients qui était sur des commandes qui restaient en dessous de 200 000 euros, c'est qu'il était payé très vite et de manière très flexible. Donc ça, c'était plutôt positif. Moi, j'avais en tête, enfin, c'est un exemple que j'avais rencontré, hein, c'est que pour pouvoir répondre, on a dû être accrédité secret défense et ça en soi, c'est Ça déjà dépend sur quoi un... tu bosses. Eh oui, Ouais. mais ça dépend sur quoi tu bosses en fait. Mm. En fait, je pense que tu devais être sur un sujet assez sensible. Mais tu vois, moi, pour le coup, je suis intervenue sur du hardware, donc Mm. du montage d'ordi un peu puissant, etc. Et la deuxième chose, c'est de la livraison de hardware, de fourniture. Mm. Tu vois, où là, on livrait un soft, mais qui était fait, non pas paramétré pour le. Enfin, tu vois, qui était paramétré, mais qui n'était pas développé pour l'armée. Donc, un produit sur étagère, en quelque sorte, avec du hardware. Et dans ces cas-là, je te dis, hein, le côté accréditation secret défense, en fait, nous, on n'a pas eu ce problème-là. Par contre, effectivement, il faut montrer patte blanche sur la manière dont tu produis et où tu produis. Mais comme on n'avait pas accès de toute façon à une information spécifique, on n'avait pas besoin d'avoir cette accréditation. Ok. En tout cas, c'est un super panorama que tu nous as tracé aujourd'hui. Comment les gens peuvent te contacter pour que tu les accompagnes et quel type de société tu accompagnes en priorité ou sur lequel tu as un savoir-faire différenciant? Ouais. Alors,
Pour me contacter, c'est facile. Il y a LinkedIn ou mon site internet, enfin le site de Timao sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous. Qui est-ce qu'on accompagne en particulier? En fait, on a développé une grosse expertise sur sur tous les métiers qui touchent à l'informatique, donc édition de logiciels, intégration de logiciels, agence de développement, euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est le deuxième marché le plus gros de la commande publique après le BTP, que c'est un marché qui va demander aux entreprises de beaucoup se structurer en amont. Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir répondre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, quand on n'a jamais fait un plan de réversibilité, on peut faire 2-3 millions de chiffres d'affaires. Malgré tout, ça va être un sujet quand il va falloir sortir ce genre de document assez rapidement. Donc, il faut pouvoir l'anticiper et se faire guider en amont pour pouvoir créer tous ces docs qui sont liés à la conduite de projet. Et, et le troisième point, en fait, c'est que c'est des secteurs qui sont extrêmement ouverts à l'innovation et du coup à l'intégration de nouveaux acteurs. On est moins sur des positions établies avec des vieux acteurs qui tiennent un peu le truc et qui sont un peu indéboulonnables. Et donc, du coup, ça laisse vraiment la place à des entreprises qui sont prêtes à proposer des offres innovantes, mais qui sont vraiment dans les lignes politiques du moment, quoi. Là, on parle de data, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de digitalisation de tous les services. Il y a des boulevards monstrueux, quoi. Quand un de tes clients est pas mature pour répondre à la commande publique, toi, tu l'accompagnes à se structurer. Alors, oui et non. En fait, c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en dessous de 800 000, 1 million de chiffre d'affaires, c'était compliqué d'y aller franchement. Enfin, c'était compliqué de se dire, je vais aller chercher 20 ou 30% de chiffre d'affaires. Quand je rencontre des gens qui sont en dessous de ces paliers-là, en général, je leur conseille de mettre en place une politique de prospection pour commencer à se faire connaître et préparer la suite une fois qu'ils seront suffisamment gros. Pourquoi est-ce que je parle de ce palier de chiffre d'affaires? En fait, c'est plutôt un palier en termes de structuration de l'entreprise. Quand tu arrives à 800 000, 1 million de chiffre d'affaires, tu as structuré du management intermédiaire. Et donc, ça veut dire que tu peux commencer à avoir justement de la conduite de projet quand tu vas te positionner sur des marchés publics avec un chef de projet, peut-être un CSM. Enfin, mais ton client public, en fait, il sera accompagné et ce ne sera pas ton CTO qui est aussi le dev front office, back office, qui s'occupe de l'infrastructure, qui va s'occuper de l'assistance technique. Et sur un projet à 500 000 balles, en fait, ça ne marche pas. Ça Ouais. marche pas. Non, mais le plan de réversibilité, il y a peu d'entreprises et peu de jeunes entrepreneurs qui le connaissent aussi. Ouais, c'est pour ça. Non, mais ça, nous, on est structuré justement. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a monté des templates pour pouvoir aider les boîtes. On vient en appui, on n'est pas CTO nous-mêmes, mais on vient en appui des CTO ou des chefs de projet pour les aider à structurer en fait ces éléments-là. Charge à eux après de se former, ça reste leur métier. Mais en tout cas, nous, on va faciliter énormément les choses. Mais encore faut-il que l'entreprise ait les ressources humaines et techniques en interne. Et c'est pour ça qu'y aller trop tôt, c'est trop tôt. En fait, y aller quand tu n'as pas le management intermédiaire qui est prêt à être formé, en fait, c'est trop tôt. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à prendre le flambeau derrière, quoi. Euh, enfin, tu sais que chez Scale to Sell, on accompagne beaucoup d'entreprises dont l'objectif, à un moment ou à un autre, c'est de s'adosser. Euh, Est-ce que le fait qu'une grosse partie du chiffre d'affaires dépende de la commande publique est bien vu ou mal vu de la part d'un acquéreur en général ou d'un fonds? Ça va dépendre. En fait, la commande publique, elle est super mal connue. Donc, la plupart des investisseurs aujourd'hui, quand tu vas les voir, surtout quand tu es sur du early stage, tu vas les voir et tu leur dis oui, moi, c'est 60 ou 70% de mon chiffre d'affaires sur de la commande publique, tu vas te faire recevoir. Honnêtement, ça va pas super bien passer. Quand tu es sur des stages, enfin, sur des stades de maturité un peu plus élevés, tu vas passer de la série A ou de la série B et donc tu as déjà fait ta preuve de chiffre d'affaires sur du B2B ou du B2C, enfin du B2B plutôt, excusez-moi. Euh, Là, en revanche, venir mettre de la commande publique dans ton portefeuille de chiffre d'affaires, ça fait vraiment du sens. Parce que ce client public, en fait, il est contracyclique par rapport à ton client B2B. Demain, tu as une crise, bah, le B2B se casse la figure. Toi, si tu es déjà à 20 ou 30% de commande publique, tu peux passer sans problème à 40-50% et en fait, tu vas aller compenser la, l'attrition de tes clients B2B parce que tu es en crise et ça va te faire un accélérateur de croissance.
Mais au démarrage, en tout cas, quand ça vient trop tôt dans l'histoire, les investisseurs, et à juste titre, hein, je pense que ça rejoint un peu le discours qu'on avait tout à l'heure, sont plutôt frileux. Là, je sais que moi, ces dernières semaines, là, j'ai été contactée par, justement, je discute avec 2 fonds d'investissement qui sont des fonds de LBO, et eux voient un vrai intérêt à proposer ce type de service à leur participation, mais parce qu'elles sont en phase d'accélération à un niveau de structuration qui est suffisant. Il faut combien de temps pour se préparer à répondre à de la commande publique? Et après, une fois qu'on est prêt, tu penses qu'il faut combien d'essais ou combien de temps avant d'avoir les premiers succès? Alors, nous, en fait, la façon dont on fonctionne en 3 phases. On a une première phase, à partir du moment où on a validé la taille du marché, l'opportunité pour le client, enfin, on sait qu'en fait, il y a un marché, qu'on va pouvoir se positionner dessus, il n'y a plus de doute là-dessus. Une fois qu'on a évacué ça, en gros, on va l'accompagner justement pour structurer sa direction de la commande publique. Et donc, on va d'un côté lui construire les actifs qui vont faire en sorte que demain, il aura une vraie direction de la commande publique et donc qui vient rajouter de la valeur à son entreprise. Et en plus, on va lui construire le flux, donc l'exécution, qui lui permet d'aller chercher le chiffre d'affaires. Donc, la première étape, c'est une étape qui est relativement courte, qui va durer un mois ou deux, en fait, où on va calibrer deux choses. Premièrement, on va voir tomber de l'appel d'offres, on va les analyser avec les clients pour s'assurer le go-no-go, vraiment comprendre les points de vigilance, les points de sensibilité de l'entreprise, etc. Si dans cette période-là, il y a un marché qui match parfaitement, bah go, on y va, mais sinon, c'est un peu le temps qu'il faut pour trouver le bon marché sur lequel se positionner. Moi, je préfère ne pas y aller qu'y aller et de toute façon, si on est trop à côté, c'est un coup pour rien, quoi. Et en fait, dans cette période, on va commencer à structurer toutes les briques qui sont standards, en fait. On va commencer justement à aider l'entreprise à anticiper tout ce qui lui sera demandé dans le cadre du marché, parce que c'est un exercice qui est complexe, mais encore une fois, c'est un exercice qui est extrêmement réplicable. C'est-à-dire que ce que tu vas faire pour un marché, tu peux le récupérer pour un autre en l'adaptant, mais la structure restera la même. Donc ça, cette première étape-là de structuration. Deuxième étape, on va répondre à 3, 4, 5 marchés. Et ensuite, on va faire une pause, le temps d'obtenir les réponses. Et en fait, ce qui est génial sur les marchés publics, c'est que contrairement à du B2B, tu vas recevoir une réponse quand tu perds, tu reçois une réponse détaillée sur les raisons pour lesquelles tu n'as pas convaincu. Ton équipe tenait pas la route par rapport aux besoins, nous estimons que votre planning était trop ambitieux, ou au contraire, votre planning ne convenait pas aux exigences que nous, on avait émises. Et surtout, tu vas avoir aussi la notation du gagnant. Donc, c'est génial en fait. C'est que tu as toi, comment le client te perçoit et comment le client a perçu ton concurrent. Donc, tu as une information qui est incroyablement qualitative que tu n'aurais jamais en B2B. Donc, ça, c'est la deuxième étape qui va nous permettre de calibrer la partie euh, niveau de réponse. Et après, la troisième étape, c'est que ça, généralement, une fois qu'on l'a compris, là, on y va et on peut envoyer. Et on va, en fait, sur un an, au total, on va obtenir un taux de succès entre 20 et 40% en fonction de la maturité du marché, de la maturité concurrentielle et aussi de la capacité de nos clients à nous envoyer les éléments quand on les demande, quoi. Enfin, tout simplement à monter en maturité. Mais si tu veux, moi, sur Timao, je suis assez sûre de moi dans le sens où en fait, on fonctionne, on a plus de la moitié de la REM qui est au succès. Donc, de toute façon, on va faire en sorte que le client il gagne à la fin. Ça nous permet de gagner nous aussi. Donc, Mmh. Justement, c'est quoi à peu près le budget pour se mettre à la commande publique? alors, Tu en dis que gros, ça va dépendre. En fait, sur la partie structuration, direction de la commande publique, on a, euh, on a une offre d'entrée où on va accompagner le client sur au moins 10 réponses. En dessous de 10 réponses, moi, je ne peux pas mettre de succès parce qu'en fait, je ne peux pas appliquer cette phase itérative qui fait on va améliorer les réponses d'une fois sur l'autre. Et dans ces cas-là, on a une partie fixe euh, en fait, qui va être de 1000 à 1500 euros par appel d'offres, ce qui n'est pas énorme en termes de réponses. Et derrière, on a une partie variable au montant du marché. Et c'est pour ça que on accompagne des boîtes qui sont quand même déjà relativement d'une belle taille et structurée, parce qu'en fait, ça ne vaut le coup que si on va sur des marchés qui font entre 200 et 500 000 euros de chiffre, de panier. Sinon, en dessous, tu as de toute façon un problème de coût d'acquisition versus le, chiffre d'affaires que tu peux en tirer, quoi.
Il y a une dernière question qu'on pose toujours dans ce podcast et que je vais que je vais légèrement modifier pour ce cas. C'est quelle est pour toi la qualité essentielle d'un entrepreneur qui répond à la commande publique? Et est-ce qu'il y a une qualité nécessaire, Ouais. impérative? Franchement, l'écoute. Je pense que c'est vraiment ça le truc. C'est qu'en fait, si tu restes focus sur la procédure, tu oublies que derrière, tu as un client. Et ça va te pénaliser à toutes les étapes du process. Ça va te pénaliser pour te faire connaître. Ça va te pénaliser pour répondre avec justesse. Et surtout, ça va te pénaliser quand tu auras gagné le marché pour faire en sorte que ça se passe bien. Parce que s'il faut que tu communiques avec ton client et que tu l'écoutes pas, c'est pas de la communication, quoi. Et là, ton avenant. Bon, eh ben écoute, en tout cas, Jessica, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper Bah, merci à enrichissant. vous. Euh, je laisserai les personnes qui ont besoin de te contacter directement. Donc, c'est timao.fr, c'est ça? Ouais, Et puis sur LinkedIn. Et puis surtout, n'hésitez pas à contacter Jessica si vous avez des questions et des besoins d'accompagnement pour la réponse aux appels d'offres publics. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui se développent sur ce ouais. secteur-là. Bah, À j'y très offre, bientôt, hein. Jessica. À Allez, bientôt. merci.